Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Bienvenue dans Well, la chronique santé du podcast Audace. Aujourd'hui, nous ouvrons la conversation autour d'une étape clé et encore trop peu comprise et mise en avant de la vie des femmes. La périménopause et la ménopause. Des changements hormonaux aux symptômes parfois déroutants qui peuvent commencer tôt. Des idées reçues aux vraies solutions. Comment mieux comprendre cette transition pour s'y préparer, la vivre plus sereinement et en devenir actrice. Pour en parler, nous recevons la Dr Gilson, gynécologue spécialisée en ménopause et sexologie, reconnue pour son approche globale et engagée de la santé féminine. Ensemble, nous allons mettre des mots, des repères et des clés concrètes sur cette période de vie délicate et centrale, qui mérite qu'on en parle davantage pour mieux la vivre. Bonne écoute. Eh bien, j'ouvre le bal. Bonjour docteur. Bonjour docteur Gilson. Ça commence Bonjour. bien, ma langue fourche. Merci d'être présente aujourd'hui sur Audace dans la chronique Well. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur le podcast. Je suis avec Jessica, comme d'habitude. Bonjour. Salut Jess. Alors Jess, peut-être tu peux nous introduire cet épisode que tu as rondement préparé. Oui. Alors, Dr Gilson, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Vous êtes gynécologue et on va discuter aujourd'hui de tout ce qui est ménopause, périménopause. Et vraiment essayer de bien comprendre tout ça pour faciliter, préparer cette transition pour une période cruciale, capitale et tellement délicate pour la femme. Préparer ça au mieux et donner des clés. Donc on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On veut aussi faire en sorte que les clés qu'on donne à nos auditrices leur permettent d'en être actrices. On parle souvent de la ménopause, on a l'impression aussi que beaucoup subissent cette période de notre vie. Donc on compte sur vous pour tous les trucs et astuces et nous éclairer. Avant de sauter dans le bref du sujet, vous êtes assez active dans nombreux podcasts, vous avez organisé des congrès ménopause, mais je vais quand même vous demander de vous présenter en quelques mots parce que vous avez quand même plus d'une corde à votre arc. Ok, merci beaucoup. Donc moi je suis gynécologue depuis un bon bout de temps. Ouais. On va éviter de dire. Depuis un bon bout de temps, spécialisée en ménopause aussi depuis 15 ans certainement, sexologue aussi depuis 15 ans. Et ce qui me tient à cœur dans ma pratique de médecin et de sexologue, c'est de vraiment rendre les patients plus acteurs. Et ici, les femmes préménopausées, ménopausées, plus actrices de leur santé. Parce que c'est vrai, comme vous le dites, elles subissent... alors, il y en a certaines qui vont très bien en ménopause. C'est pas toujours la catastrophe pour toutes les femmes. Mais il y en a certaines qui subissent vraiment et qui ne sont pas pris en charge comme il faut. Parce qu'en fait, je dis souvent, il y a beaucoup de gynécologues bikini donc, qui sont concentrés sur certaines parties du corps, mais qui ne prennent absolument pas en compte tout le reste. Or, la ménopause, ça concerne tout le corps de la femme. Alors, a priori, les médecins généralistes devraient pouvoir être mieux formés pour justement voir les choses de manière plus globale et aider les patientes dans cette transition. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est vraiment pas le cas du tout. Et donc, je fais le job. Le job. Maintenant, je ne sais pas faire le job pour tout le monde. C'est pour ça que je fais beaucoup de podcasts, des interviews, des émissions radio. J'ai un projet d'écrire un livre avec les petites clés et en mettant gynécologue, sexologue, endocrinologue, enfin tout ça ensemble. Ensemble pour faire quelque chose, un petit manuel de survie, on va dire. Ouais, très chouette. Oui, ça va être chouette. Il faut que je trouve le temps, juste. Et donc, du coup, je perds un peu le fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que finalement, je ne peux pas voir toutes les patientes. C'est bien pour ça que je fais tout ça. Pour que l'awareness, l'éducation, entendu. Voilà. Et donc voilà, oui, avec on sent votre engagement. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment voulu vous avoir ici, engagé, envie d'en parler, parce que parfois on a l'impression que c'est une hype, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement on n'en parle pas assez. Et on en parle enfin. Ou on en parle enfin. Donc voilà, je voudrais avoir votre point de vue. Oui. Mais donc moi, au tout début, j'avais 30 ans quand j'ai commencé à suivre des femmes ménopausées, et j'étais vraiment
sciée parce que j'ai des patientes comme ça qui arrivaient dans des états dépressifs massifs. On parle des années 2000, le burn-out n'était pas encore tout à fait à la mode. Elles étaient sous antidépresseurs, elles étaient complètement à la ramasse. Et puis au niveau relationnel, au niveau professionnel, enfin tout partait en sucette. Et donc bien sûr, elles étaient mises sous antidépresseurs, mais personne n'avait ne fût-ce que pensé à leur ménopause et pensé à des solutions ciblées ménopause, quoi. Et donc ça m'avait effrayée déjà quand j'avais 30 ans, que j'étais finalement pas concernée personnellement. Depuis, j'en ai vu des patients ménopausés et puis j'ai été concernée personnellement aussi. Et vraiment, si on n'est pas préparé, waouh. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ça, parce qu'ici, on a une audience aussi dans Audace OL plus jeune. Et donc, se préparer, c'est se préparer assez tôt pour anticiper, pour comprendre, se donner le temps, ou accompagner des mères, des sœurs, des amis. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a une génération de femmes hyper multitâches, où on fait plein de choses, on travaille comme des folles. Nos mères, nos grands-mères, c'était pas tellement le cas. Enfin, pas toutes nos mères, en tout cas, travaillaient. Nos grands-mères, encore moins. Donc, on est dans cette génération-ci de femmes qui font 100 choses en même temps. Et très bien, et sont au top de leur carrière, en général, à 45-50 ans. Et c'est là qu'en fait, tout à coup, ça ne marche plus. Maintenant, il y a vraiment une étude scientifique de neurosciences qui montre que le cerveau de la femme, autour de la pré-périménopause, ménopause, change de forme carrément. S'atrophie. Il y a des tas de choses. Le brouillard mental, c'est pas juste une idée... farfelue. Comme le syndrome prémenstruel. Non, c'est vraiment... Il y a des changements prouvés à la résonance magnétique. C'est physiologique. Et donc, toute cette phase de transition... Entre autres, ici, je parle de brouillard mental et de troubles de l'humeur et de burn-out, plus de 30% de burn-out chez les femmes en ménopause. Mais en fait, quand on voit les RMN, on comprend. Alors, notre cerveau a changé aussi quand on est enceinte et quand on allait. Pour devenir multitask, être capable de gérer tout, d'être hyper attentif, intuitif sur l'enfant. Ça, c'était déjà prouvé aussi. Mais c'est aussi toute une transition, tout un changement, encore une fois, à la ménopause. Donc nous, les femmes, on a la puberté, les grossesses, la ménopause, où en fait, la plasticité du cerveau, cérébral, tout, on doit s'adapter, se réadapter. Alors, la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on voit qu'après 6-7 ans, ce cerveau finit par s'adapter et voilà. Et ça va mieux et... Les femmes de 60 ans sont bien plus heureuses que les femmes de 30. Ok. Ça, c'est statistiquement On va donner plein de notes positives. Parce que ça aussi, c'est l'objectif du podcast. Donc, quand même, donner des solutions, ouvrir le dialogue, rester surtout positif. Enfin, déjà, plein de choses hyper intéressantes. Peut-être qu'on peut commencer par la base. Parce que c'est vrai que... honnêtement, je pense être quelqu'un d'éduqué. Néanmoins, la périménopause et la ménopause, pour moi, c'est... pas des termes inconnus, mais presque. Est-ce qu'on peut parler de ce qui se passe dans cette période-là pour le corps de la femme? Alors d'abord, la ménopause, il faut déjà bien savoir de quoi on parle. Ménopause, arrêt des règles de plus d'un an. De plus d'un an. Donc c'est pas de l'aménorrhée ou... c'est pas de l'aménorrhée sous trouble du cycle, etc. Voilà, non, c'est vraiment... 12 mois consécutifs. 12 mois consécutifs sans règles parce qu'il n'y a plus de production d'œstrogène. Très bien. OK? Pas parce qu'il y a des problèmes d'ovulation. Très bien. Donc ça, c'est la ménopause, le terme ménopause. La périménopause, c'est tout ce qu'il y a donc autour de ce moment, avant la ménopause et après la première année, donc sans règles. Mais donc toute cette période, ça peut durer quelques mois à quelques années chez certaines, parce qu'on peut déjà commencer à avoir des montagnes russes hormonales dès 45 ans. Sachant que la ménopause, c'est 51, plus ou moins en moyenne, statistiquement. D'accord ? Donc, ça dépend de chacune. J'ai des patientes à 55 qui sont encore hyper hormonées, en pleine forme, voilà. Et d'autres à 45 qui sont déjà ménopausées. Donc, la fourchette est large. Très large. Est-ce qu'il y a un facteur génétique ? Oui, il y a un facteur génétique, clairement, oui. Non, je ne veux pas vous interrompre. Et puis après, il y a toutes les ménopauses dues à des chirurgies, des chimiothérapies, enfin des choses un peu... voilà, des accidents de vie. Ok. Donc pour reprendre la périménopause, la ménopause, donc cette période... Quels signes avant-coureurs on peut voir? Comment je sais que je suis en périménopause? Alors, évidemment, le signe le plus fréquent, c'est les fameuses bouffées de chaleur, le thermostat du corps qui délire un peu.
bouffées de chaleur sur nocturne, insomnie, troubles de l'humeur. Et puis, malheureusement, tout s'enchaîne. Et en fait, on peut dire presque que donc, tout notre corps de femme a des récepteurs aux oestrogènes. Donc, en fait, tout notre corps est concerné. C'est bien ça la problématique, c'est que les gynécos... C'est pas isolé. Voilà, c'est pas juste les ovaires. Les ovaires nous produisent plus d'oestrogènes. Voilà. Non, c'est vraiment tout. Donc, au niveau du cerveau, on le dit, toutes les insomnies, le problème de thermostat, mais aussi donc les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire, les troubles de l'humeur. C'est vraiment très, très compliqué. Les troubles de la libido, évidemment. Les règles... Les règles irrégulières. Ça, c'est pas la ménopause, hein, c'est avant. Oui, Ça, oui. Mais donc, au niveau de l'axe hypothalamus-hypophysaire, donc c'est vraiment au centre de votre petit cerveau, tout part un peu en sucette. Tout est vraiment occupé à partir un peu en vrille. Et donc, entre autres, on peut développer souvent de l'hypothyroïdie aussi. Tous les messages, en fait, du cerveau à notre corps commencent un peu à être délégués. Mais par ailleurs... la peau, bien sûr. Perd d'élasticité. La sarcopénie, qui est vraiment très pénible aussi, où on perd en fait, la masse musculaire, même si on continue à faire du sport. Et même les sportives, une performance qui commence à diminuer. Mais par exemple, ici, moi, j'ai toujours été très sportive et j'ai eu un accident il y a 1 an et demi de moto. Je passe les détails, mais je n'ai pas pu faire de sport. J'ai plus de muscles. Ça va très plus vite. rien, c'est parti. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer tout ça. Maintenant, c'est vraiment assez désespérant. On arrête quelques mois, paf, c'est la fonte musculaire. Or, les femmes ménopausées ont beaucoup plus de problèmes de tendons, d'articulation. Ça, j'allais dire. Il y a peut-être une partie de symptômes très communs, très fréquents qu'on sait, et il y a peut-être aussi des symptômes un peu moins connus. Moi, je parle de ma maman, donc tout ce qui est tendinite. Alors, les tendinites très spécifiques, les trochantérites au niveau des hanches, les fasciites plantaires, donc c'est la plante des pieds hyper douloureuse, l'épaule gelée, on ne sait plus bouger, enfin, tous des trucs pas très drôles à vivre, moi, je vous le dis. Et justement, c'est aussi une période où on se dit 50 ans, la femme renaît quelque part un petit peu, parce que c'est l'âge, c'est une autre période charnière, les enfants quittent le lit. Bon, alors ça, parfois c'est une bonne nouvelle, parfois c'est une très mauvaise nouvelle. Parfois c'est une mauvaise nouvelle. Donc c'est ça, la période charnière, mais quand même changement de vie. Pour celles qui passent le syndrome du lit vide assez facilement, plus de temps de faire du sport, penser à soi. Mais d'un autre côté, on a le revers de la médaille où des symptômes plus déroutants viennent un peu perturber. Je pense beaucoup de femmes maintenant très actives, envie de faire beaucoup de sport. Certains se remettent à du marathon. Non. Mais avec des, avec des problèmes. Son sport, parce que le marathon, c'est très sympa, mais en fait, les tendons d'Achille, voilà, par c'est exemple, enfin, des trucs vraiment pas sympas. Donc, il faut varier les sports et bien les choisir. Donc, si on commence à avoir des tendinites et des douleurs un peu partout, on va plutôt aller vers la natation, qui est un sport complet, mais pas agressif, en fait. Le pilate, enfin, toutes des choses comme ça. Moi, je faisais de la boxe. C'est fini. La boxe, je n'y retournerai plus. Après, je suppose qu'il faut un peu choisir ces disciplines en fonction... Parce que là, on a fait la panoplie de tous les symptômes. Certains sont plus présents que d'autres. Ah non, on n'a pas encore fait la panoplie de tous les symptômes. Il y en a encore bien plus que ça. Oui, voilà. Ça, c'était une question, parce qu'on entend qu'il y a des listes... tout le corps est concerné. Donc, cette liste est hyper longue. Comment ne pas, justement, faire l'amalgame... peut-être en périménopause, d'une coïncidence, de quelque chose d'autre. Comment mettre les red flags un petit peu. L'hypothyroïdie donne exactement le même genre de symptômes que la ménopause, donc ça, il faut faire attention. J'ai beaucoup de femmes de 40 et quelques qui arrivent en disant « je suis ménopausée », et puis en fait, je fais une prise de sang, elles sont hypothyroïdiennes, parce que c'est la même chose. Prise de poids, peau sèche, fatigue, chute de cheveux, enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment communes. Et l'hypothyroïdie est extrêmement fréquente aussi chez les femmes vers 45-50 ans. On va dire, je pense que j'ai au moins 20% de mes patientes ménopausées qui sont aussi hypothyroïdiennes, donc il ne faut pas l'oublier ça. Et souvent, ce n'est pas pris en charge parce que personne pense à faire une prise de sang globale. Vous conseillez une prise de sang globale à partir d'un certain âge? Chaque année, j'avoue que... Mais avec vers 45 en tout cas. Quand même. Et une mammographie, bien sûr.
évidemment. Mais donc, si on a encore fait la liste de tous les petits symptômes possibles, hein, c'est pas obligatoire, hein, on va pas cocher toutes les cases. Mais on va venir avec des solutions et un accompagnement. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour accompagner cette phase. Alors, c'est bien ce que je dis, hein, c'est que le sport, il faut bien le choisir pour pas se faire mal. Et puis, il y a cette fameuse prise de poids, c'est quand même 7 kilos en moyenne. Hein. Donc, j'ai les femmes qui vont prendre 2, il y en a qui vont prendre 20. Ah oui. Personnellement, ça fait 7 ans que je suis ménopausée. J'ai bien maintenu mon poids pendant des années. J'ai pris 1 ou 2 kilos, évidemment dans le ventre, parce qu'on ne va pas les mettre ailleurs, hein, dans la ménopause. Ça, je vous explique tout de suite après. Mais là, avec l'arrêt du sport, j'en ai pris 5 en un an. Hein. On paye quand même... Enfin, le métabolisme est vraiment ralenti. Par la fonte musculaire, tout le métabolisme du sucre est un petit peu différent. Il y a une résistance à l'insuline qui s'installe et donc on prend du poids et du gras tout de suite. Si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, à son hygiène de vie. On boit de l'alcool, ça c'est vraiment... ça c'est vraiment... Et malheureusement, en fait... C'est quand même très souvent le cas. Je me rappelle à 30 ans, quand j'ai commencé au centre de ménopause de Bruxelles... et que je faisais des prises de sang, je voyais quand même un grand nombre de femmes qui avaient des enzymes de foie. Et je dis, vous avez l'habitude de boire ? Non, juste une bière. Rien de... Et puis quand on creuse, en fait, c'est peut-être 2-3 verres de vin par soirée. Et ça se paye cash aussi. Mais donc, qu'est-ce que je racontais ? Donc, le sport, bien le choisir, la nutrition, essayer de faire un petit peu plus attention. Et en fait, c'est ça que je dis, c'est que si on prépare un peu, vers 45, hein, j'ai quand même beaucoup de patientes qui travaillent beaucoup, qui ont qui n'ont pas le temps de faire de sport, qui mangent mal parce qu'elles sont crevées, et qui, quand elles rentrent, prennent leur petit apéro parce que je le vaux bien. Ben voilà, c'est le moment à 45 ans, on dit, bon, on va un peu reprendre les choses, on va un peu reprendre les choses en main et on va un peu trouver un sport qui nous plaît, ne fût-ce que marcher. Oui, excellent. Marcher, bêtement marcher. Sous-côté. Bon, je dis ça, tous les jours je me dis, il faudrait que je marche, j'ai pas le temps de marcher parce que je travaille comme une folle et que quand j'ai fini de travailler... Je prendrais bien mon petit verre de vin avec mon mari. On y va parce que vous le méritez bien. Mais j'aimerais bien en toucher un mot sur vous parce que vous êtes inspirante, vous êtes, si je peux le dire, maman de 3 enfants, vous avez une belle carrière. Et c'était une question que j'avais en off, mais comment vous avez fait ? Bon, peut-être qu'on garde cette question pour la fin de l'épisode si ça vous va. On va avancer dans les thématiques scientifiques. Oui, bien sûr. Donc on a parlé un peu signes avant-coureurs, période... Alors avant-coureur, ça va être la fatigue, l'insomnie, les troubles de l'humeur, quelques bouffées de chaleur et on commence à prendre du poids. Voilà. Et puis les troubles du cycle, évidemment. Et les troubles du cycle, mais ça aussi... Mais les troubles du cycle, si vous êtes sous pilule ou si vous êtes sous stéroïdes hormonales... C'est la dernière chose que je voulais parler au niveau des signes avant-coureurs et tout ce qui était avant la ménopause. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont encore sous pilule et donc... Alors que sous pilule, on a très peu de symptômes finalement, parce qu'on a les œstrogènes de la pilule. Qu'est-ce qu'on peut avoir sous pilule encore comme symptômes ? Pas grand-chose en fait. Voilà. Oui, peut-être un peu plus de symptômes pendant, si on a encore les pilules séquentielles avec une semaine d'arrêt. Alors on aura des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes à ce moment-là, parce qu'on manque d'œstrogène à ce moment-là. Mais non, tant qu'on est sous pilule, il n'y a pas grand-chose. Alors le cycle hormonal, le symptôme principal qui est le trouble du cycle et l'aménorrhée, de toute façon on est en aménorrhée. Mais par contre, on aura quand même tous les symptômes de bouffées, de sueur, etc. parce qu'on manque d'œstrogène. Donc ça sera là. Parfait. Mais donc oui, parlons un peu solutions. On en a déjà évoqué quelques-unes. Hygiène de vie. Compléments alimentaires. Compléments alimentaires aussi en font partie. Ouais. Lesquels en... Vitamine D, ça c'est... La base. La base, mais moi, toutes mes patientes sont carencées en vitamine D. Il y en a pas une qui a un taux de vitamine D. Je ne le suis pas et ma généraliste est très impressionnante. Oui, mais attention, elle est à combien ta vitamine D ? Je vais vous envoyer ma prise de sang. Moi, je suis nulle en chiffres, mais... Toutes mes données sont bonnes. Ma thyroïde, pareil. Alors oui, sur la fiche, tu vas avoir 30, vitamine D 30, magnifique. En fait, pour être bien, il faut 70. Oui, je vais regarder. Donc les normes, en fait, ne veulent encore rien dire, parce que la vitamine D, elle intervient dans toute notre synthèse hormonale et dans la détoxification aussi. Mais donc, c'est indispensable de l'avoir. Vitamine D. Vitamine D. Magnésium pour la fatigue. Oméga 3. Pour la souplesse de toutes nos petites cellules. Et voilà, donc c'est le cerveau, le cœur, la peau, enfin bref, c'est vraiment indispensable. Ça, c'est de toute façon la base. Très bien. Après, il y en a plein d'autres et ça dépend un petit peu des symptômes et de... Non, mais très bien de redéfinir un peu les bases. Et est-ce que continuer la pilule aide ?
Parce que je me dis, continuer la pilule aide parce que comme il y a des œstrogènes dans la pilule, on n'a pas de symptômes en fait, tant qu'on est sous pilule. Donc moi j'ai pas mal de patients qui me disent « Ah non, mais moi, les patientes plus âgées, moi j'ai été ménopausée à 60 ans. » J'ai juste continué la pilule. Oui, c'est ça. Non, je suis pas sûre. Mais par contre, c'est pas génial de prendre des pilules longtemps puisque ce sont des œstrogènes synthétiques, des progestatifs synthétiques et que potentiellement thrombogènes, donc accident thromboembolique. Donc ça, c'est pas top. Okay. Et donc, quand on est ménopausée, on est quand même beaucoup mieux de switcher sur un traitement bioidentique, transcutané, qui fait pas travailler le foie et qui ressemble... J'ai juste peut-être envie, parce qu'il y a peut-être aussi un peu parfois de l'amalgame hormones et hormones. Il y a donc hormones de contraception, hormones bioidentiques qu'on prend pour pallier aux symptômes de la ménopause. De substitution, comme on les appelle. Et aussi tous des types d'hormones qu'on prend pour sa fertilité, etc. Donc on est bien ici dans les hormones de substitution. Bioidentiques, avec des doses le plus faibles possible, ça ne sert à rien de monter dans les doses. La nouvelle mode ici maintenant, parce que je reviens d'un congrès international à Rome, où il y avait beaucoup d'Américains, brésiliens, ils étaient là à fond sur la testostérone. Oui. On a nous aussi un peu de testostérone, mais vraiment par rapport aux hommes, pas bien grand-chose, mais ça nous donne quand même un certain allant, une énergie, voilà, c'est nécessaire pour notre libido, pour notre, comment dire, notre proactivité, je sais pas, notre assertivité, enfin bref. J'allais dire un peu plus ce côté masculin, parce qu'on a tous un peu de masculin. Masculin, animal. Ça c'est la sexuanalyste qui parle, on a tous un peu de masculin dans notre féminin. Et donc, oui, on a besoin de testostérone, mais là, ils donnent des doses de dingue qui ne vont pas du tout, en fait. Qui ne sont pas supportées Si, c'est supporté, mais enfin, vous risquez de monter votre mauvais cholestérol, d'avoir des poils au menton, d'avoir une voix qui devient rauque comme l'homme, et c'est irréversible. Donc ça, il faut quand même dire, parce que j'ai pas mal de patientes qui arrivent avec des doses de testostérone qu'elles ont trouvées je ne sais pas où. Mais quand votre voix a changé, on ne sait plus faire marche arrière. Un peu comme les bodybuilders. Là, donc quand même, il faut un petit peu... voilà. Doser, Et c'est vrai que ça va garder votre masse musculaire, cette à côté de ça, mais il faut se calmer sur la testostérone. Un tout petit peu DHEA, soit, donc c'est un dérivé testostéronique, mais ne pas substituer la testostérone. Si on substitue l'œstrogène et la progestérone, il est transformé en testostérone. Un petit peu. Mais ça juste se fait qu'il nous beaucoup faut en Belgique, ça parce que moi, je pensais non, voilà, on va se calmer, mais il y en a de plus en plus qui commencent, Ouais. parce que comme aux États-Unis, ça devient vraiment la norme. Bon, aux États-Unis, ça vient aussi la norme de tout le monde sous Mounjaro. Ouais. Eh ben, je peux vous dire que tout le monde sous Mounjaro ici aussi. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est pour un prochain topic. Ouais. Ouais. On veut éclaircir c'est un là-dessus. problème. Mais revenons un peu sur tout ce qui est hormones bioidentiques. Donc en Belgique, on est œstradiol, progestérone. Peut-être faire la différence aussi. Bien toujours prendre les deux. Alors, les gynécologues c'est ça. disent si on a un utérus, il faut prendre l'œstrogène et la progestérone, parce que si on prend l'œstrogène seul, il y a une prolifération de l'endomètre et donc des saignements, des potentiellement cancérigènes, etc. Donc il faut toujours compenser progestérone, œstrogène quand on a un utérus. Ça, c'est ce que les gynécologues disent. Si on parle avec des endocrinologues un peu plus au fait de la ménopause, en fait, la progestérone est nécessaire même quand on n'a pas d'utérus. Elle a vraiment un effet sur toute notre chaîne de production de cortisol, et d'œstrogène, de testostérone. Voilà. Elle rentre dans plein de choses. Elle compense l'effet de l'œstradiol. Elle l'a toujours fait pendant nos cycles. Donc pourquoi... Il n'y a pas de raison de l'arrêter. En fait, surtout que la progestérone naturelle micronisée, elle n'a pas d'effet quelconque cancérigène ou thrombogène. Elle nous permet de beaucoup mieux dormir. C'est l'hormone que nous avions quand on était enceinte, progestare, pour être enceinte. Et je peux vous dire que la progestérone, on dort. Il n'y a pas de problème. Mais donc, c'est nécessaire. Pour moi, en tout cas, je la donne quand même en cas où il y a encore un utérus, parce que ça fait partie de toute la chaîne. Et si on veut substituer toute la chaîne, il faut être complet. Et donc, on parle souvent d'œstrogel, donc vraiment... Ça, c'est la voie transcutanée. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau des formes? On est principalement dans de la transcutanée. Non, l'œstrogel, il y a quelques patchs en transcutané. Et puis,
il y a beaucoup de formes péros. Il y a une forme péros d'œstrogène naturel et progestérone naturel, qui est pas mal. Et puis toutes les autres, ce sont des péros, mais avec des œstrogènes et surtout des progestatifs de synthèse. On n'est plus sur un progestatif naturel. Donc moi, je préfère toujours... J'allais dire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous privilégiez alors? Progestérone naturel, le plus proche bioidéntique, quoi. Après, le côté synthétique, quelques années, il n'y a pas de problème. Mais plus on avance en âge, mieux c'est d'être vraiment le plus bioidentique possible pour le risque thromboembogène. Et donc, la forme transcutanée, elle, c'est surtout par rapport à la digestion de l'œstrogène. Quand on prend en péros, le foie travaille. Et le foie détoxifie. Et certaines formes d'œstrogène ne sont pas géniales, ni pour les thromboembolies, ni même pour un petit effet cancérigène. Donc, si on peut, on privilégie toujours la voie transcutanée. C'est pas très pratique. Donc, mes patientes en début de ménopause qui sont encore hyper actives dans des avions, voilà. Je préfère les voies péros pendant un temps, et puis parce que se trimballer avec la... Et alors, fois, il faut la sortir, là, le flacon. Et plus d'œstrogène qui passe sur le... OK. Oui, j'en suis là. Voilà, ben oui, c'est pas très drôle, quoi. Non. Mais je comprends que vous êtes... Je veux un peu continuer là-dessus, parce que c'est hyper intéressant, et les hormones ont parfois mauvaise presse, mais je sais que vous êtes assez pro. Donc voilà, quelle est un peu la vue pro contre hormones? Quid dans le cas, enfin vraiment le ratio bénéfice-risque en soi? Alors, bénéfice, on va partir sur le positif. Bénéfice, comme je vous dis, tout le corps a des récepteurs aux œstrogènes et donc l'effet du manque d'œstrogène se marque partout. On a parlé de tout ceci ici, maintenant on peut parler du cœur. Les femmes, donc nous on va vivre jusqu'à 85 ans. Bon, on a envie de vivre bien. Oui, donc voilà, c'est ça. Entre 50 et 85 encore. Du coup, de quoi les patientes croient qu'elles vont mourir? De cancer du sein. Et c'est totalement faux. Parce qu'en fait, oui, une femme sur 8 va faire un cancer du sein, c'est énorme. Mais si vous êtes traitée, votre ménopause, j'ai beaucoup de patientes qui disparaissent une fois qu'elles sont ménopausées, elles ne veulent pas de traitement, et puis voilà, elles ne viennent même plus en contrôle parce qu'elles croient que c'est fini. Eh bien, justement, ce n'est pas du tout le cas. Quand on est traité, on vient chaque année, on fait une mammographie annuelle, on est dépisté à temps, et quand on est dépisté, quand la tumeur est dépistée en infracentimétrique, c'est-à-dire quand elle n'est pas encore palpable, elle est infraclinique, il n'y a pas de métastase ganglionnaire, il n'y a pas de métastase, c'est une maladie qui se traite à 99,9%. C'est pas drôle, il y a de la chirurgie, de la radiothérapie, etc. C'est pas drôle, mais on n'en meurt pas du tout. Par contre, de quoi on va mourir statistiquement? D'infarctus. Parce que le cœur de la femme, il a aussi tous ces petits récepteurs à œstrogène, et avec la ménopause, on peut développer de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, etc. Donc il y a vraiment un bilan cardiaque à faire, et le traitement de ménopause, ça c'est prouvé 100%, diminue le risque cardiovasculaire de façon drastique. Le traitement de ménopause diminue aussi la démence d'Alzheimer, la fréquence de la démence d'Alzheimer. On n'a pas tellement envie de finir comme ça. Non. Or, chez la femme, c'est beaucoup plus fréquent que chez l'homme. Voilà. L'autre facteur de risque qui va être tout à fait stoppé grâce au traitement, c'est l'ostéoporose. On meurt énormément d'ostéoporose parce qu'on ne s'en rend pas compte que nos os deviennent fragiles. Une fracture fémorale à 70 ans, c'est pas drôle. Moi-même, j'ai fait 3 fractures en 3 ans. J'ai mis un petit temps à me rendre compte qu'en fait, j'étais ostéoporotique. Je prescris des examens à tout le monde, mais je ne fais pas les miens, donc voilà. Cordonnier plus mal chaussé. Voilà, pourtant sportif, bonne nutrition et traitement de ménopause. Donc quand même, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. C'est une maladie qui est peu connue, peu dépistée, tout le monde s'en fiche. Je sais pas, les généralistes n'y pensent pas. Et si on vient plus voir le gynéco parce qu'on n'a plus de traitement et qu'on ne se sent plus du tout concerné, ça galope. C'est vraiment, c'est dans les premières années qu'on perd la plus grosse masse osseuse. Pas du tout. Donc autant apprendre... Et encore une fois, on peut faire des horribles petites fractures, par exemple vertébrales, on ne le sent pas. Et moi, j'ai déjà perdu 2 cm. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre petite mamie qui était de plus en plus comme ça. C'est tout des tassements vertébraux, tac, tac, tac. Et il y a vraiment une statique
de la colonne qui change, Énormément. avec une perte de mobilité, et donc une comorbidité, et plein de pathologies qui peuvent en découler. On n'a pas envie de finir comme ça. Hein. Non. On est d'accord. Donc, prise en charge au plus vite. Oui. Pour compenser ces pertes au plus vite qui de la ménopause, voilà, comme ça. Les un premières années sont les plus marquantes. Les plus cruciales. Et alors, on donne des hormones, juste pour terminer sur les hormones, pendant combien de temps alors ? À partir de la ménopause, on peut être alors, encore une fois, les gynécologues avaient décidé qu'après 10 ans, c'était fini, mais d'une façon totalement arbitraire. Ouais, ok. Hein, notre grand collège avait décidé ça. On commence vraiment à sortir de ça, surtout depuis qu'enfin, après 20 ans, l'étude WHI qui avait tellement décrié le traitement de ménopause a été complètement démontée. Moi qui travaillais à l'époque au centre de ménopause, on avait étudié l'étude, on l'avait déjà démontée dès les premiers mois, sauf que ça a fait un tel tollé au niveau des médias que c'est seulement depuis quelques mois que les États-Unis ont enlevé le black box sur les notices de tous les traitements œstrogéniques en disant « OK, c'est bon ». Parce qu'ils se sont rendus compte aussi que ça coûtait très cher au niveau sécurité sociale. Ça coûte énormément d'argent, tous ces problèmes dus à la ménopause. Et un traitement préventif va... Encore une fois, on est dans la prévention. On est dans la prévention, mais ici, parce qu'économiquement, on s'est dit, oulala, tout ça coûte fort cher. Et donc, on a fini par se pencher sur le confort de la femme, ce qui n'était pas un sujet il y a encore quelques années. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de ménopause à tout bout de champ, c'est parce que... C'est faux. Mais il en faut. Voilà, 30% de burn-out. Il faut, tout est lié. Quand vous dites que les récepteurs aux oestrogènes se trouvent vraiment on a dû se bouger partout. parce qu'économiquement, c'est un impact maintenant. C'est ça qui est fou. Et qu'il faut qu'on arrive à un stade où économiquement, oui, et c'est aussi notre génération qui dit maintenant ça suffit. Oui, voilà, c'est comme l'endométriose, le syndrome pense. prémenstruel, etc. La dépression du postpartum, on en parle. Combien de temps de traitement ? Donc, moi, j'ai pas de limite. Moi, j'ai pas de limite. Tant que la santé est bonne, tant qu'il n'y a pas de contre-indication. Donc, une femme qui est tabagique, non. Ça, il y a un moment donné, non, parce qu'il y a des risques, il y a des risques cardiovasculaires. En fait, l'œstrogène va aider à diminuer les risques cardiovasculaires si on a un bon cœur. Si maintenant on a déjà un mauvais cœur, on est obèse, on a de l'hypercholestérolémie, on fume, on fait pas de sport, là, on peut faire pire que bien. Donc, chaque cas est individuel, aussi bien dans la durée, dans la dose, dans la façon. Donc, voilà, chaque cas est individuel. Donc, il n'y a pas consulter son gynécologue. On fait comme ça, quoi. Son gynécologue concerné. C'est bien ça le problème. Moi, ici, j'ai plein de demandes de prise en charge parce que une consultation ménopause, ça n'excite personne, en fait. Hein. Voilà, quand on est chirurgien ou quand on est obstétricien, on est... Je l'ai été encore jusqu'à il y a 3 mois. On est toujours à la bourre, on a toujours tellement de choses à faire que de discuter pendant 1 heure avec la femme ménopausée ou préménopausée pour le prix d'une consultation ridicule ici en Belgique. Pas grand monde qui est amateur. Hein. Donc, c'est pour ça que je fais tous ces podcasts, parce que je me rends compte que les femmes, même si elles vont voir leur gynécologue avec une plainte, il faut qu'elles soient actives et proactives. Elles ne sont pas entendues. On n'a pas le temps. Non, c'est ça. Vous voulez des hormones ou pas ? Ah non, j'ai pas du cancer. Ah ben ok. Allez, au revoir madame. Non, il faut trouver les ressources pour s'éduquer. Oui, et c'est vrai, la vie va vite et il faut y consacrer du temps. Et donc revenons... Non, allez-y. Ça, je voudrais vraiment faire passer aussi comme message, c'est que quand on prend un traitement de ménopause, on n'augmente pas son risque de cancer. C'est-à-dire que le cancer du sein, une femme sur 8. Le cancer du sein, ici on est 3. Les mauvaises cellules sont déjà... là 7 ans à l'avance, donc peut-être bien qu'une de nous 3 a déjà des mauvaises cellules dans son sein qui vont se développer et va développer un cancer du sein dans 7 ans. Si vous prenez des hormones, vous arrosez la mauvaise graine, c'est-à-dire que ça ne va pas créer la mauvaise cellule, mais ça va l'accélérer. Et donc, on fera un cancer dans les 5 ans et pas dans les 7. Mais comme vous serez bien suivi et que vous irez voir et vous ferez vos mammographies chaque année, pas de souci. Enfin, pas de souci. Si. Oui, un peu l'embêtement. Enfin, moi, la conclusion est claire. Enfin, la balance risque-bénéfice, quand même, au niveau des hormones de substitution est super intéressant. Et merci pour votre opinion là-dessus. On est femmes. On a parlé de certains symptômes. On n'a pas beaucoup parlé de tout ce qui était encore plus intime, sécheresse vaginale. Est-ce que c'est fréquent ? Le syndrome, oui. Et la sexualité, parce que vous avez quand même votre casquette sexo. Oui. Donc peut-être pour en toucher un petit mot. Syndrome génito-urinaire, 30% des femmes ménopausées quand même. Hein. Donc ça veut dire sécheresse vaginale,
infection urinaire, incontinence urinaire, enfin... Il y en a aussi, quoi. Voilà, un truc pas très sympa. Et donc, outre la perte de libido due au manque d'œstrogène, outre les troubles de l'humeur qui n'arrangent rien au niveau relationnel, outre, la fatigue, etc., due à l'insomnie, on a ce syndrome-là qui engendre des douleurs, des difficultés au rapport. Et souvent, les femmes, finalement, se disent « Oh, ça va, c'est bon, on arrête les frais. » On abandonne, quoi. On jette l'éponge. Voilà. Alors que, en consultation sexothérapeutique et gynéco, j'aborde toujours ce sujet, bien sûr, et on peut vraiment relancer une super sexualité, beaucoup plus présent à soi, présent à l'autre, authentique, sympa. Et le syndrome géniturinaire, il y a plein de solutions. Plein de solutions. Encore une fois, c'est vraiment ça. Il y a des solutions. On dresse peut-être une liste pour vraiment prendre conscience de tout ce que peut endurer notre corps, parce que c'est déroutant, mais il y a des solutions. Et la conscientisation... Les femmes sont habituées à endurer. C'est vrai. Donc, voilà, elles endurent, elles se taisent. Et tout ça doit changer. Et donc, il y a vraiment moyen d'apporter beaucoup. Mais pour ça, il faut pouvoir en parler. C'est bien pour ça que j'aime bien en parler de la sexualité. Et c'est... Même les gynécos, la sexualité et les femmes ménopausées, c'est un tabou, quoi. La sexualité chez la jeune maman, c'est un tabou. Il y a pas, enfin, je sais pas vous, quand vous avez accouché, est-ce que en postpartum, votre gynécologue vous a posé la question, vous a parlé de sexualité? J'ai dit, l'allaitement n'est pas gage de contraception. Oui, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il vous a dit. Okay. Mais l'allaitement donne une sécheresse vaginale pas possible. On peut avoir des dyspareunies post-accouchement très longtemps, etc. J'ai fait un livre là-dessus que je cherche un éditeur d'ailleurs, mais sur les problèmes relationnels, même psychanalytiques, quand on devient maman, quand on devient père. Comment on arrive à renouer avec son intimité en tant que jeune parent, ça peut être extrêmement compliqué, ça n'est quasiment jamais abordé, même par les sages-femmes. Et pareil, en ménopause, sexualité et vieille femme, de quoi on parle, certainement pas. Je suis contente, j'ai été invitée là, pour parler l'année prochaine à l'Université des aînés de l'ULB sur la sexualité chez les personnes plus âgées, je suis très contente. Donc ouvrir les débats, périménopause, ménopause, sexualité, mais c'est bien, c'est vraiment l'objectif. Alors quand on a passé 50 ans, on se croit encore jeune, mais en fait on est considérés comme les plus âgés. Mais il y a encore tellement de potentiel. Et enfin, j'avais peut-être quelque chose à mentionner aussi dans un de vos autres podcasts, vous mentionnez, il y a peut-être même un pic vers 45 ans de libido qui revient. C'est vrai ça? Alors ça, c'est quand le déséquilibre hormonal commence à s'installer, et c'est pas tellement qu'on manque d'œstrogène, c'est qu'on manque de progestérone et qu'on a une hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire qu'en fait la balance est plutôt hyperœstrogénique par rapport à la progestérone qui descend. Et là, on est un peu tellement hormoné, un peu comme quand on est enceinte. Certaines femmes enceintes sont tellement hormonées que il y a vraiment des pics. Et vraiment, toutes les muqueuses, tout est... Voilà, les petits papillons dans le ventre. Mais pas mal de similitudes, je trouve, entre les grossesses. Moi, je sors des grossesses, donc je suis plus dans ce cap-là, mais il y a pas mal de similitudes, je trouve, entre les grossesses postpartum. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est insomnies. De nouveau des transitions hormonales. Tout à fait. Voilà. Mais il faut épouser le changement aussi. Et comme on dit, la sexualité change. On parle toujours de la femme, c'est tabou, mais la sexualité change pour les hommes aussi, qui prennent de l'âge. Faut pas... Sur les hommes. Bien sûr, j'ai envie de terminer un peu par ça. Et l'homme doit accompagner, l'homme est acteur aussi, et l'homme, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose pour lui non plus. Toujours un peu peut-être la grande gueule, et voilà, mais bon, la testostérone diminue, il y a des problèmes de confiance en soi. Mais c'est beaucoup plus tard, l'andropause. C'est plus dur, mais... Non, c'est plus tard, c'est beaucoup plus tard, et c'est plus progressif. Ok. On se prend pas le paf. Nous, on se prend quand même pas le mur. Chez l'homme, c'est plutôt vers 60-65, et c'est très progressif, et il garde un taux de testostérone quand même. Certains, ça descend plus vite, c'est vrai. Mais la libido peut peut-être déjà diminuer plus tôt Alors, non, chez l'homme, c'est pas tellement ça. C'est multifactoriel, et c'est plutôt psychologique, et en fait, ça serait plutôt dû au syndrome métabolique, c'est-à-dire que vers 45-50 ans, l'homme commence à prendre du poids
ici, aussi, ceinture abdominale. là, son cholestérol, etc. Et donc, c'est plutôt les troubles érectiles. Voilà, c'est plutôt lié à une mauvaise santé générale, une non-prise en charge. Les hommes sont rarement acteurs de leur santé. Ceux qui sont acteurs de leur santé, ils sont trop acteurs. Ils font du triathlon. Ils sont super, Et là, au niveau de la libido, ça va pas du tout, en fait, parce qu'il y a tellement d'endorphines. Il y a aussi un petit règlement aussi. Voilà, et donc, c'est pas mieux. Et donc, les hommes, ils ont difficile à trouver la bonne balance entre je prends soin de moi ou je prends pas du tout soin de moi. Et la sexualité, c'est vraiment... se redécouvrir un peu, voilà, c'est mais être ouvert encore une fois. C'est la communication, c'est la connexion, c'est la présence à soi, c'est la présence à l'autre. Mais donc, peut-être pour finir, un petit boulot. Il faut du temps, mais il faut aussi que les hommes... Enfin, il faut que les hommes soient aussi éduqués au courant de tout ce que ça représente, évidemment, pour une femme. Oui, quand je fais des ateliers. Et donc voilà, est-ce que dans ces ateliers, ou sont des moments-là, comment les impliquer davantage? Sous les 250 personnes du dernier congrès que j'ai fait, là, il y avait 3 hommes. Non, si on compte le mien, 4. 4. Ouais, sur 250. Donc il y a un travail à faire là. Il y a un peu un travail à faire. Oui, parce qu'il y a il y a de l'ignorance, de la mécompréhension. Du désintérêt peut-être. Ouais. Mais c'est à nous à amener ça. Ouais. Je pense que les générations futures, on n'est pas tout à fait de la même génération. On a quand même, Je pense aussi, parce que beaucoup d'auditrices, elles me font le feedback comme quoi c'est vrai que leur mari écoute via ça elle commence, dans la voiture. Voilà, ça donc, commence. Non, ça commence. C'est un petit message. Je pense aussi que, enfin, moi, je suis pas... On n'a pas les uns sur les autres, on fait au mieux dans la mesure où on peut. Genre, on a une vie super active. Et je voulais peut-être finir avec cette question-là. Vous, en tant que femme, maman, vous avez enchaîné. Et on parle de temps, notamment de temps pour se retrouver, de temps pour se retrouver au lit. Et il faut du temps, mais quand on est dans une vie active comme vous l'avez été, comme vous l'êtes toujours, je pense, comment est-ce que vous avez jonglé avec tout ça? Statut de maman, statut de médecin? Je ne sais même pas vous répondre parce que ça a été vraiment tête dans le guidon. Et c'est bien ça, la problématique, c'est qu'on est toutes tête dans le guidon. Et que je pense que ça fait des années que j'ai dû prendre du temps pour moi. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai énormément de demandes en tant qu'intervenante, en tant que médecin, en tant que maman. Mais je me donne des rendez-vous à moi-même, avec moi-même. On se donne des rendez-vous avec mon homme. Je suis remariée depuis peu, c'est un nouveau, enfin depuis quelques années, mais c'est un nouveau compagnon, plus jeune, beaucoup plus jeune, mais avec qui est très ouvert et avec qui on part faire des stages, on part faire des trucs vraiment juste pour nous deux, où on se retrouve. Et donc, c'est vrai que c'est obligé d'être presque dans l'agenda. Bloquer du temps. Il faut bloquer du temps, mais c'est un peu la seule solution. C'est qu'au jour le jour, le quotidien, voilà, c'est énorme. Donc, bloquer du temps pour ralentir, parce que ça aussi, vous insistez dans les conseils que vous donnez à vos patients. Vraiment commencer à un moment, les filles, les femmes, c'est bon. On a donné ralentir. Il y a 1 an et demi, j'ai eu un accident. J'avais un scooter depuis plusieurs années. Je faisais tout en scooter. Ça va super vite, c'est super pratique. Et donc, je pouvais faire 15 choses en même temps. Encore une fois. Voilà. Et puis, je me suis fait rentrer par une voiture qui ne m'avait pas vue. Le scooter à la poubelle et moi aussi. Et donc là, j'ai plus de scooter. Et je ne vais plus en racheter. Parce que justement, c'était vraiment ça. C'était foncer tout le temps. Et ce n'est pas possible. Je l'ai payé cher. Stop. Mais spontanément, je me fais toujours rattraper parce que je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non aux patients, je ne sais pas dire non à vous qui m'invitez, je ne sais pas dire non à mes enfants, je ne sais pas dire non. Et donc, il faut apprendre à dire non pour se dire oui à soi. Et ce n'est pas si facile quand on est femme, puisqu'on est vraiment tout le temps, typiquement mère et médecin, dans le soin de l'autre, dans l'attention à l'autre, pouvoir se porter de l'attention à soi-même. Un peu de méditation. J'essaie de faire un peu de méditation tous les jours, mais j'arrive à faire 3 minutes. J'ai pas plus que 3 minutes. chaque jour. Moi, j'aime bien la règle des 1%. On fait 1% les chaque jour. Les Atomic Habits. Oui, on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que... Alors, ce que j'aime bien, c'est le jardinage. Ça m'aide beaucoup. J'ai un très beau jardin. Ça m'aide beaucoup à prendre les mains dans la terre, Les mains dans la terre et voilà. Déconnecter. Il y a des bonnes choses qui sortent de la terre aussi pour l'esprit. Ça, j'aime beaucoup. Écoute, Jess, tu veux terminer un mot de la fin? Alors j'ai encore peut-être
Deux petites choses. Je voudrais quelques messages clés assez positifs pour terminer en guise de conclusion. Et aussi savoir peut-être un peu où on peut vous retrouver, vos projets perso. On mettra tout en description, évidemment. Voilà. Donc, les deux dernières petites choses que je... Ne pas avoir peur des hormones. Ne pas d'emblée faire une croix dessus. Venir en discuter, se renseigner. Certaines personnes ne pourront pas en prendre, mais la plupart peuvent en prendre et ça aide quand même bien. Ça, c'est une première chose. Prendre soin de soi, arrêter de fumer, diminuer la consommation alcoolique, reprendre un peu soin de son corps. C'était quoi ta troisième question? Mes projets personnels. Et alors vos projets personnels. Je vais reprendre des ateliers avec des femmes ménopausées. J'ai fait ça un bon bout de temps, mais donc en cercle un peu plus restreint qu'un grand congrès, 20-30 patientes et puis on discute, j'invite des je sais pas moi, des sophrologues, des profs de yoga, des acupunctrices, et on discute comme ça à bâton rompu, c'est très sympa. Bon, ça prend du temps, mais c'est très sympa. Et là, il y en a déjà un de prévu? Il y en a un de prévu en juin dans un centre dédié à la femme de Rosa Jeunesse qui s'appelle Onaim. Il sera sur mon Instagram. Je le mettrai en barre de description. Dr_Carole Gilson, je vais annoncer dès qu'on a une date fixée. Je vais me lancer dans l'écriture de mon deuxième livre, donc je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Soit Bienvenue dans la deuxième moitié de votre vie de femme, ou soit comme mon congrès Forever Hot, puisque j'ai vraiment envie de parler de sexualité de femmes ménopausées. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un besoin d'information sur la ménopause, encore et encore. Et donc, on continue. Voilà, je vais faire... continuer les podcasts, continuer faire ce livre général et puis des ateliers. Merci. Merci, Dr. Gilson. Merci pour l'inspiration et pour votre engagement au niveau de la santé de la femme. C'était encore une fois passionnant. Un grand merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.